avez la parole. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec votre autorisation, si les clients peuvent s'asseoir pour nous permettre de... Ok, merci. Je disais donc, Monsieur le Président, que je devais aborder d'emblée ma plaidoirie. Mais le caractère rocambolesque de ce procès, mais surtout de réquisitoire que nous venons de suivre tout à l'heure, m'oblige à commencer par une petite observation d'ordre général qui va vous aider lorsque vous allez vous retirer pour le délibérer. Nous avons suivi ce procès depuis le début jusqu'aujourd'hui. Je me vois obligé de donner un titre à cette plaidoirie. C'est seulement la date d'aujourd'hui, au moment du réquisitoire, que je n'ai pas entendu le ministère public revenir sur chacun d'eux en sa qualité de musulman ou en tant qu'un membre appartenant à l'islam. Et je suis obligé de donner un titre à ma plaidoirie. C'est la montée en puissance de l'islamophobie en RDC. Cas des arrestations et détentions arbitraires des musulmans sous prétexte de leur participation au mouvement insurrectionnel ADEF NALU. Et aujourd'hui on appelle ADEF État islamique, c'est-à-dire le Daesh, État islamique en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, jamais une religion n'a fait l'objet de calomnies aussi abjectes. Parler de l'islamophobie, c'est dire que l'islam est littéralement caricaturé et que les musulmans sont l'objet de toutes les formes de pression physique, morale et même psychologique. Vous pouvez constater avec moi, et vous l'avez sûrement constaté pendant l'instruction de ce dossier, qu'il y a un sentiment d'islamophobie qui gagne inutilement du terrain, nourri par une campagne médiatique sauvage et sans merci, au point que les musulmans, parmi lesquels mes clients ici présents, voient leurs droits et libertés fondamentaux réduits à leur plus simple expression. Vous allez certes me demander en quoi consiste l'islamophobie. Il y a le terme islam là-dedans, mais il y a aussi le terme phobie. La phobie, en psychologie, c'est la peur. On peut avoir peur de l'obscurité, on peut avoir peur du chien, on peut avoir peur de l'eau. Et chaque agent pathogène a une dénomination. Et ici, c'est le lieu de parler de l'islam comme phobie. C'est-à-dire, il suffit seulement de citer le nom de l'islam ou bien se présenter comme musulman. On doit vous regarder deux fois. Quand on se dit que je m'appelle Chabani, Youssouf Chabani, non, celui-là, ce n'est pas un homme normal. Ainsi, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, l'islamophobie ne signifie rien d'autre que la peur et les préjugés à l'encontre de l'islam et des musulmans. C'est aussi la peur, le dégoût, le mépris, le dédain affiché par certaines personnes vis-à-vis des adeptes de l'islam. Et beaucoup de gens ont fait du dénigrement de l'islam leur véritable fonds de commerce. Aujourd'hui, c'est devenu un fonds de commerce, Monsieur le Président. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent que leur réquisitoire, leur discours puisse passer, il faut impérativement chercher à incriminer un musulman. Et c'est ce que nous avons vu avec le ministère public dans ce procès. Monsieur le Président, j'allais parler de beaucoup de choses, mais je m'attendais à un réquisitoire musclé. Un réquisitoire à la taille de la peine requise. Mais c'est comme si le ministère public, je crois même peut-être qu'il a changé de discours. Parce que tout à l'heure, au début de son réquisitoire, ayant parlé de mon défunt client, Cheikh Jamal Yassine, il a dit que non, lui il est déjà mort, on ne peut plus requérir contre lui. Mais les autres, c'est la peine de mort qui les attend. Pendant que je m'attendais à un quelconque réquisitoire sur la peine de mort, non. Il a compris que son réquisitoire était creux. Et que solliciter la peine de mort vis-à-vis des innocents,
cela était, Monsieur le Président, trop demandé à votre auguste tribunal. Monsieur le Président, je pouvais vous parler du phénomène ADEF. Parce que c'est le problème qui nous intéresse ici au plus haut point. Le phénomène ADEF et tout ce qui se passe à Beni. Depuis le début de ce procès, ce qui est très curieux, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, depuis le début de ce procès, jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier mot du ministère public, nulle part je n'ai entendu parler de Beni. Alors que d'aucuns savent que Beni, c'est ça le bastion plutôt des ADEF. C'est à Beni qu'il y a des massacres. Mais on nous a parlé d'Ouvira. D'Ouvira qui se trouverait à plus de 700 km de Beni. On nous a parlé de Goma, plus de 450 km de Beni. Nulle part le ministère public n'a parlé de Beni, comme si les ADEF se trouveraient à Goma. D'ailleurs, il l'a dit dans son réquisitoire. On retrouve partout les ADEF. Ils sont en train de tuer les gens partout. Je dirais même peut-être même ici à Kinshasa. Monsieur le Président, nous sommes en 2014 parce que c'est là que les tueries ont commencé dans notre pays. Il y a des assassins qui sont en train de tuer nos compatriotes à Beni. Ils éventrent les mamans après les avoir violées. Ils pillent des magasins, des boutiques, des marchés, que sais-je encore. Le sang des innocents n'a fait que couler pendant 7 longues années. Entre 2000 et 5000 morts, d'après les sources. Un massacre violent, tellement massif qu'il a obligé le gouvernement de notre pays à organiser un deuil national en août 2016. Mais qu'est-ce que nous avons constaté, Monsieur le Président, en tant qu'observateur averti? En tant qu'observateur averti, nous avons constaté, et nous continuons à constater, que nos compatriotes sont cruellement égorgés dans un périmètre où opèrent à la fois et l'armée régulière et la force internationale. Les blessures restent ouvertes, Monsieur le Président. Elles sont encore loin de se cicatriser. Et les interrogations demeurent. Qui sont ces assassins? Qui sont ces massacreurs? Qui sont finalement ces égorgeurs de la population de Beni? Pour d'aucuns, le discours que nous entendons tous les jours, ce sont des islamistes, des djihadistes, des terroristes, dont les noms changent. Au départ, c'était ADEF Nalou. À un certain moment, c'était devenu ADEF tout court. À un autre moment, c'était ADEF MTN. Aujourd'hui, c'est État islamique en RDC. Le discours public aujourd'hui, Monsieur le Président, vient le discours officiel. On attribue officiellement cette tuerie à ces gens. Nous le déplorons, Monsieur le Président. Personne ne peut accepter que des êtres humains puissent mourir de la manière dont les populations de Beni est en train de mourir aujourd'hui. Mais, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, on ne va pas revenir sur tout ça. Nous, on croyait qu'on avait affaire à l'organe de la loi qui sait géolocaliser la situation. Et nous avons découvert avec vous que tout ce que le ministère public a dit, c'était seulement un discours politique, parce que ce sont les politiciens qui sont en train d'orchestrer tout ce que nous entendons. Et aujourd'hui, les discours politiques entrent dans les portes de cours et tribunaux. J'apprends d'un avocat sénégalais que lorsque la politique entre par la porte des cours et tribunaux, le droit en sort par la fenêtre. Monsieur le Président, le ministère public vous a parlé d'un certain nombre de faits.
pas tellement bien présenté. Pas tellement bien présenté. Pourquoi, Monsieur le Président? Il a commencé avec... je prends d'abord l'ordre dans lequel j'ai précisé les faits. En commençant par le premier des prévenus, M. Boukourou Hassan Marove. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, accuse tous mes clients d'avoir participé au mouvement insurrectionnel ADF Nalou. Et il a circonscrit les faits en 2018. Pour certains, c'était en juillet, pour d'autres, c'était en novembre, et pour d'autres, je ne sais pas quand. Mais le tout, c'était en 2018. Je vous ai dit, Monsieur le Président, je vous ai promis de vous transcrire, de vous décrire les conditions dans lesquelles tous ces clients ont été arrêtés. Et nous le ferons de façon chronologique, Monsieur le Président, parce que on m'a toujours enseigné que la chronologie, c'est la grammaire de l'histoire. Nous devons savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe, et même ce procès, dans quelles conditions il a été organisé. Chacun d'entre eux a été arrêté à sa manière. On vous a parlé d'un certain... Nonoa Yassine Jamal, qui est décédé ici à la prison de Ndolo. Celui-là arrêté à Kalemi, dans le Tanganyika. Monsieur Boukourou, arrêté à Kinshasa, ainsi que Monsieur Katanga, patient. Et d'autres arrêtés soit à Ouvira, soit à Goma. Donc à plusieurs lieux différents. On parle de participation criminelle ici. Et tous ces gens se sont retrouvés seulement à la DEMIAP. Et c'est cela qui se sont connus, Monsieur le Président. La DEMIAP, à l'époque, était dirigée par celui que nous connaissons, le général Delphin Kaimbi, d'heureuse mémoire pour certains, de triste mémoire pour d'autres, parmi lesquels mes clients ici présents. Nous sommes le 27 février 2020. Le numéro 1 de la DEMIAP, bien sûr avec l'avènement du nouveau régime, le numéro 1 de la DEMIAP est suspendu. Curieusement, 2 jours après sa mort, après sa suspension, il a trouvé la mort dans des conditions que nous déplorons aujourd'hui, Monsieur le Président. Le 29 février, le général a trouvé la mort. Mais à sa mort, il a laissé plusieurs dossiers sombres, parmi lesquels les dossiers que nous sommes en train de plaider aujourd'hui, Monsieur le Président. Et vous allez constater que tous mes clients, avec tous les autres, immédiatement après la mort du général, on les a acheminés à la prison de Ndolo. Et on a ouvert en cascade au niveau de l'auditorat un dossier RMP. Dossier RMP, Monsieur le Président. Et vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, que le ministère public qui a auditionné mes clients, il est venu ici à Ndolo. Il n'a fait mouvement nulle part. Il est venu seulement ici à Ndolo. Il a entendu M. Boukourou. Avec 2, 3, 4 questions, fini l'instruction préjuridictionnelle. C'était en date du 7 mars, donc une semaine seulement après la mort de notre général Delphin Kaimbi. Vous voyez comment l'affaire est allée vite, Monsieur le Président. Et c'était allé tellement vite que le dossier en provenance de la DEMIAP
a été transmis à l'officier du ministère public avec beaucoup d'erreurs. Parce que quand on fait des choses rapidement, on fait des choses vite à la 642, on commet toujours beaucoup d'erreurs. Vous allez vous rendre compte que lors de l'instruction, nous avons parlé d'une note d'OPJ que nous avons qualifiée de feuilles de manioc sur le président. On a transmis le dossier au niveau de l'auditorat. Je ne sais même pas s'il y avait une lettre de transmission. C'était vite fait. Néanmoins, vous allez voir la synthèse des rapports de l'OPJ. Ce qu'il appelle note d'OPJ. C'est du n'importe quoi, Monsieur le Président. Un document qui se termine par « Je jure que le présent procès verbal est sincère ». Ce document n'a pas été daté. Ça n'a pas de date. C'est un document anonyme. On ne sait pas qui a adressé ce document. Et le ministère public s'est basé sur ce document pour chercher à incriminer mes clients. Comme je le disais, Monsieur le Président, les erreurs, ce n'était pas seulement au niveau de la DEMIAP. Il y avait aussi des erreurs au niveau de l'auditorat. Et nous ne voudrions pas que ces erreurs puissent se répercuter au niveau de votre tribunal. Parce que le ministère public, il a requis, il estime avoir bien fait son travail. Mais nous disons ceci, que c'est seulement le 7 mars que l'OMP s'est transporté ici à Ndolo pour chercher à auditionner chacun de mes clients. Il l'a fait le même jour, le 7 mars, rapidement. Mais qu'est-ce que nous allons constater, Monsieur le Président? Un des prévenus va trouver la mort ici à la prison de Ndolo. C'est mon client, cher Jamal Yassine. Il va trouver la mort à la prison de Ndolo. Dans quelles circonstances? Dieu seul sait. Tous mes clients m'ont dit qu'ils ont reçu des tortures. Et lui, cher Jamal, a trouvé la mort dans des circonstances qui ne sont jamais élucidées jusqu'à ce jour. C'était le 14 août 2020, un certain vendredi. Ce qui est curieux, Monsieur le Président, cher Jamal trouve la mort le 14 août 2020, immédiatement le ministère public. Je crois que ce jour-là, le ministère public doit avoir passé la nuit à son bureau. Il va dresser des décisions de renvoi. Vous allez constater que toutes ces décisions de renvoi sont parvenues, ont été notifiées à mes clients un jour après la mort du cher Jamal, soit le 15 août 2020. C'est seulement le 15 août. Pourquoi une telle précipitation, Monsieur le Président? C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que parmi les prévenus, il y en a qui n'avaient jamais été entendus par le ministère public. Mais d'où sont venues les décisions de renvoi? C'est le cas de M. Kalenga Kataza, patient. Jamais entendu par le ministère public. Vous et nous avons constaté sur le banc. On a trouvé que M. Kalenga Kataza n'avait jamais été entendu par le ministère public. C'est le même cas pour cher Jamal Yassine qui est décédé. Il y a une décision de renvoi qui gît dans le dossier. Lui aussi, le ministère public dit qu'il a suffisamment instruit ce dossier au niveau du parquet et il a trouvé que les faits sont avérés. Mais nous avons cherché le PV d'audition du ministère public. Le PV d'audition de chez Jamal, nous n'avons pas trouvé, Monsieur le Président. C'est pour vous dire que, non seulement au niveau de la DEMIAP, les événements ont fait que les dossiers soient traités de la manière dont nous connaissons, mais aussi au niveau de l'auditorat. Ce qui a réveillé le ministère public, c'était la mort de mon client, cher Jamal. Concernant M. Youssouf, M. Hassan, Boukourou Hassan Maroc,
Le ministère public dit que c'était à Goma, dans la province du Nord Kivu. Tout à l'heure, pendant le réquisitoire, le ministère public a omis de déterminer le mois de novembre. Je l'ai suivi très religieusement. Il a parlé seulement de Goma dans la province du Nord Kivu en 2018, sans précision de dates certaines. Mais dans l'acte d'accusation. Dans l'acte d'accusation, il a été clair. Il a parlé du mois de novembre 2018, que c'est à ce moment que M. Boukourou Hassan Marové a, semble-t-il, appartenu au mouvement ADEF. Et le but, c'était lequel, M. le Président, distingué membre de la composition? Terroriser la population, mais aussi déstabiliser les institutions de la République. Mon client a démontré noir sur blanc. Et il s'est appuyé sur des preuves irréfutables. Des preuves que le ministère public n'a pas pu renverser. Il a démontré qu'au mois de novembre, il n'a été à Goma que pour un laps de temps, quelques poussières de minutes, le temps de quitter le port de Goma pour l'aéroport en route vers Kinshasa. Au mois de novembre. Et ces affirmations, Monsieur le Président, ne sont pas gratuites. Ces affirmations sont documentées, largement documentées, et tout est dans le dossier du ministère public. Voici ce que Boukourou a dit, que j'ai quitté Uvira le 1er novembre 2018 pour Bujumbura, à bord d'un taxi. Je suis allé le même jour à Kigali, où j'ai passé nuit à l'hôtel résident à côté du parc automobile de Nyabugogo, dans la chambre portant le numéro 101, où j'ai payé 5 000 francs rwandais. Nous sommes les premiers. Donc, il a quitté Uvira le 1er pour Bujumbura, Bujumbura, Kigali, à la même date. Et il a passé nuit à Kigali. Le 2, le vendredi 2 novembre 2018, je suis rentré à Bujumbura, où j'ai passé la nuit. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Le samedi 3 novembre 2018, j'ai pris le taxi de Bujumbura à Bukavu. À Bukavu, j'ai pris le bateau du soir pour Goma, où j'ai passé la nuit dans le bateau, parce que le bateau est arrivé à 6 h du matin. Et là, nous sommes déjà le dimanche 4 novembre 2018. Je vous ai dit, Monsieur le Président, que ces affirmations ne sont pas gratuites. Toutes les pièces se trouvent dans le dossier du ministère public. Et là, je vous renvoie directement à la cote 239. Je vous renvoie, Monsieur le Président, à la cote, oui, à la cote 239. Ça, ce sont des copies du passeport de M. Boukourou, confisquées par le ministère public. Et là, lorsque vous allez acquitter mon client, Monsieur le Président, nous allons demander à ce que son passeport lui soit retourné, parce que c'est un passeport qui est encore en cours de validité. C'est jusqu'en 2022. Il dit qu'au mois de novembre, il n'a jamais été à Goma. Il n'a été à Goma que pour quelques poussières de minutes. Et avec preuve à l'appui. Première preuve, Monsieur le Président, c'est la cote 239, dossier de pièces du ministère public. J'ai souligné au rouge et au jaune. C'est pour dire qu'il y a un cachet de la DGM au poste frontalier de Kavimvira à Uvira, qui démontre que ce monsieur était sorti de la RDC vers un autre pays. Il s'est retrouvé à Bujumbura le 1er. Il est parti immédiatement à Kigali. Monsieur le Président, vous savez, si on était vraiment ministère public, je ne l'ai jamais été, je ne serai jamais. Si j'étais ministère public, j'allais faire ce que le procureur pour le tribunal militaire de Lausanne avait fait lors d'un procès de présumés génocidaires rwandais. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a une affaire, l'affaire Nyontese. C'est un sujet rwandais qui avait été appréhendé en Suisse dans le cadre du génocide du Rwanda. Le procureur
du tribunal militaire de Lausanne en Suisse, en vertu de la compétence universelle de ce tribunal, il s'est transporté in corpore au Rwanda pour chercher les traces, voir si réellement ce monsieur a fait partie des génocidaires. Mais qu'est-ce qui a manqué au ministère public? Lorsqu'on lui dit que j'étais tel jour à tel endroit, tel autre jour j'étais à tel endroit, il pouvait ne pas se transporter, il dira peut-être non, je n'ai pas les moyens de ma politique. Peut-être il dira que la RDC n'est pas assez riche pour se permettre de tels luxes. Mais si vous êtes pauvre, pourquoi faire ce genre de procès? Si vous n'avez pas la politique de vos moyens, pourquoi ne pas laisser ces pauvres citoyens être jugés par leur juge naturel? Mais ce n'est pas seulement le problème de moyens. Le ministère public, qu'est-ce qui l'a empêché de commissionner rogatoirement même son collègue ministère public qui est à Uvira, à Goma, à Bukavu pour chercher à voir toute la vérité sur le déplacement de ce monsieur? Il ne l'a pas fait. Mais moi je dis, si j'étais ministère public, je pouvais bien le faire. Donc, mon client vous dit qu'à cette date, il n'était même pas à Goma. Et il vous dit même la chambre d'hôtel qu'il a occupée à Kigali. Si j'étais ministère public, je pouvais même commissionner rogatoirement l'auditeur militaire du Rwanda pour chercher à investiguer sur la véracité des déclarations de mon client et les confronter aux faussetés contenues dans les procès-verbaux de l'OPJ. Monsieur le Président, il vous dit qu'il a quitté encore Bujumbura pour Bukavu le 3. Et arrivé à Bukavu, il va acheter son billet d'avion. C'est dans le dossier du ministère public. Il va se rendre à la compagnie africaine d'aviation CAA. La date est clairement indiquée. C'était le 3 novembre 2000. Donc jusque-là, il n'est même pas encore arrivé à Goma. Le samedi 3 novembre 2018, il est à Bukavu. Il achète son billet qui indique qu'il devait quitter Goma le lendemain, c'est-à-dire le 4 novembre à 11h55 pour arriver à Kinshasa le même jour à 13h10. Voilà, Monsieur le Président, mon client, la nuit du 3, il a quitté Bukavu pour Goma. Il a passé la nuit dans le bateau. Et le lendemain matin, s'est retrouvé au port de Goma à 6 heures. La moindre des choses pour tout citoyen qui se respecte, il faut prendre son déjeuner. Il s'est déplacé juste pour prendre son déjeuner. Et de là, il devait aller immédiatement à l'aéroport de Goma pour les formalités d'embarquement. Pour ceux qui sont habitués à voyager, il faut toujours être 2 heures avant à l'aéroport. Il a quitté donc le port de Goma. Nous sommes le 3. Le matin, il a pris son petit déjeuner et de là, il est allé directement à l'aéroport. 13h10, il était déjà ici à Kinshasa. Le 4. Arrivé à l'aéroport de Njil, il sera accueilli comme un fruit par des agents de la DENIA. Et la preuve, Monsieur le Président, c'est toujours le dossier du ministère public. C'est la code 73. Là, c'est le PV d'audition où il est dit qu'en l'an 2018, le 4e jour du mois de novembre à 15h17, quelqu'un arrive à 13h, déjà à 15h, il était à la DEMIAP en train de se justifier sur des faits dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Vous avez été témoin, Monsieur le Président. Lorsque nous avons fait cette démonstration au moment de l'instruction, le ministère public a directement changé le fusil d'épaule. Il a dit que non, Monsieur le Président, ce monsieur c'est un mercenaire. Et là, je me suis demandé, un mercenaire c'est encore qui, Monsieur le Président? Il dit que Boukourou c'est un mercenaire qui a été dépêché à Kinshasa pour libérer
les agents de l'État islamique qui sont en détention à l'état-major général Rance. C'était trop enfantin, monsieur le président. Trop enfantin. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il cherche par tous les moyens à sortir de l'eau. Et voilà que le ministère public, croyant s'accrocher sur un tronc d'arbre, s'est retrouvé dans la gueule du crocodile. Il croit que, comme nous avons démontré que ce monsieur n'a jamais été à Goma, parce que c'est ça l'acte d'accusation, c'est ça le contrat judiciaire qui nous lie. Il est sorti de son contrat judiciaire pour s'accrocher à une feuille de chou intitulée note d'OPJ. Je vous ai parlé de cette note d'OPJ. C'est dans cette note qu'il est dit que M. Boukourou était formé au terrorisme par un certain Moussa Baloukou et qu'il serait venu ici à Kinshasa pour libérer des agents de l'État islamique qui étaient... Non, Monsieur le Président, nous avons posé la question au ministère public s'il pouvait nous citer les noms de ces gens qui étaient en détention à l'état-major Rance, donc à la Demiab. Il va nous renvoyer à la côte 78 du PV de l'OPJ, où on a cité le nom d'un certain Johnson Bitamazire, Bahar Yawakitambo, Kassereka Mohamed, Patrick Bissimwa et Moussa Balou. Nous avons demandé si le ministère public connaissait ces gens. On n'a pas eu la réponse à cette question. Nous avons demandé si le ministère public peut nous indiquer où se trouveraient ces gens présentement. Aucune réponse n'a été donnée. Mais nous sommes allés un peu plus loin. On a fait ce que le ministère public n'a pas fait. On a cherché à connaître chacun de ces messieurs. Devant vous ici, Monsieur le Président, devant le site de Radio Okapi, il nous a été dit que Moussa Baloukou est recherché depuis 2015, au moment de l'arrestation du numéro 1 des ADF, qu'on appelait Jamil Moukou, arrêté en Ouganda, et ADF ICOM numéro 1, Moussa Baloukou. Depuis 2015, on est en train de le chercher jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et le ministère public nous dit que non, M. Boukou était venu ici juste pour chercher à libérer, entre autres, M. Moussa Baloukou. On a cherché d'autres noms ici, notamment Johnson Bitamassire. On nous a appris que Johnson Bitamassire est un professeur d'université à l'université de Makerere, en Ouganda. Et finalement, on s'est dit que le ministère public, Monsieur le Président, vous a tout dit, sauf la vérité. Et nous avons démontré noir sur blanc que toutes les déclarations du ministère public n'étaient pas fondées et que les déclarations faites par mon client étaient suffisamment étayées. Ainsi, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, de tout ce que nous venons de dire, vous direz tout simplement que l'infraction de participation au mouvement insurrectionnel ADEF, État islamique, n'est pas établie en fait comme en droit dans le chef de mon client, M. Boukourou Hassan Marove. Vous l'en acquitterez et vous le renverrez des fins de poursuites judiciaires. Puis alors de M. Senga. Senga s'est posé un problème, Monsieur le Président. Le ministère public, dans son réquisitoire, il a fait la lecture seulement de son acte d'accusation. Il a fait la lecture de son acte d'accusation. Il a traîné devant votre auguste tribunal M. Senga Isiaka Abou Saïfouba. Et mon client vous a dit qu'il ne reconnaît pas ce nom. Il n'est pas celui qu'on a collé ce nom. Le ministère public avait affaire à Senga Isiaka Abou Saïfouba. Il a détenu les pièces de mon client. Vous allez retrouver dans le dossier. Il n'a jamais porté ce nom. Il s'appelle Senga Khalid Id. C'est le nom contenu dans toutes ces pièces. C'est le nom contenu même dans ces documents
académique et même scolaire, Monsieur le Président. C'est parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pouvait porter comme document, même l'acte de naissance, il pouvait vous le produire. Mais comme on l'a ramassé, on l'a accueilli comme un fruit, il n'avait pas d'autre choix que de suivre les personnes qui l'ont arrêté. Monsieur le Président, nous disons donc qu'il y a eu erreur sur la personne. Il ne faudrait pas qu'on vous entraîne sur ce terrain. Il n'est pas celui qui est recherché, Monsieur le Président. Celui qui est recherché, le ministère public, doit continuer à fouiner et à chercher où serait M. Senga Abou Saïfoullah. Il n'a qu'à le chercher plutôt que de tomber sur n'importe quel Senga. Et qu'est-ce qui est arrivé, Monsieur le Président? Comme les OPJ de l'ANR, comme ceux de la DEMIAP, n'avaient comme mission que de rechercher des musulmans, il fallait chercher un musulman qui porte le nom de Senga. Et d'après les informations à notre possession, il serait tombé sur un autre Senga, à Goma, que les intimes appelaient Senghor. Mais il s'est fait que ce Senga-là n'était pas musulman. Il a été relâché. Il fallait coûte que coûte trouver un jeune musulman qui porte le nom de Senga. C'est dans ce contexte qu'on est allé tomber sur ce monsieur. On l'a suivi jusqu'à Ouvira. Ouvira, Monsieur le Président, nous sommes où? Nous sommes dans le sud Kivu. Ça m'a fait rire, Monsieur le Président, parce que on croyait que le ministère public allait corriger des erreurs, même pendant le réquisitoire. Il vous dit que ce monsieur a commis l'infraction dans la province du Nord Kivu, à Goma, et plus précisément à Ouvira. Ouvira, c'est où, Monsieur le Président, distingué membre de la Constitution? Ouvira, c'est dans la province du Sud Kivu. Donc le ministère public, jusque maintenant, n'a pas été en mesure de vous déterminer le lieu de la commission de l'infraction. Est-ce au Nord Kivu, est-ce au Sud Kivu? Il ne vous parlera pas de l'erreur matérielle, Monsieur le Président. Parce que le Nord Kivu et le Sud Kivu sont deux provinces distinctes, séparées par le lac Kivu. Donc il est hors de question que l'on puisse vous parler d'une quelconque erreur matérielle. Et Ouvira, c'est à 128 km même de la capitale du Sud Kivu. 348 km de Goma, Monsieur le Président. Donc nous disons, par rapport à M. Senga, le lieu de la commission de l'infraction, le ministère public n'a pas été en mesure de vous déterminer le lieu de la commission de l'infraction. Deuxièmement, la personne recherchée, ce n'est pas M. Senga. Je vais vous dire une chose, Monsieur le Président. On s'est retrouvé devant votre auguste tribunal ici. C'était dans les années 2012-2013. Devant votre auguste tribunal. À l'époque, le président du tribunal, c'était Serge Kabondo. Actuellement, je ne sais pas s'il se trouverait où. Il y avait un groupe de 13 prévenus. Moi, je suis venu assurer la défense de deux des prévenus. Un monsieur avec son épouse. Curieusement, je trouverais que parmi les prévenus en question, il y avait celui qu'on appelait un chef de bande, qui portait le nom de Ramazani Jafari. Et moi, quand je suis venu me présenter comme l'un des conseils des prévenus, maître Jafari Ramazani, à ne pas confondre avec Ramazani Jafari, le président m'a regardé 2 fois, monsieur. Il m'a regardé pour... Finalement, ils se sont rendus compte que non, en tout cas, on n'a rien de commun avec le prévenu. Et le nom, Monsieur le Président, le nom est protégé par la loi. On ne peut pas changer de nom comme on veut. Celui qui attribue le nom à la naissance, on a qu'à lire. Il y a plusieurs dispositions du Code de la famille, à peu près 16 dispositions. Je peux vous référer au Code de la famille, Monsieur le Président. Le nom est protégé par la loi. Senga Khalid Isiaka, c'est le nom donné par les parents à ce monsieur, à sa naissance. L'ordre de nom ne peut pas changer. Et même l'orthographe, c'est ce que nous dit la loi. Mais lorsqu'on doit adjoindre d'autres noms, au nom que les parents ont donné, là, ça devient de n'importe quoi, Monsieur le Président. Le ministère public
risque de vous dire que non. S'il est vrai que Senga Khalid Id, c'est le nom du prévenu, mais il s'est donné un pseudonyme, un faux nom, par lequel on l'appelle alias X, mais lui en tant que ministère public. Lorsque quelqu'un se donne un nom qui n'est pas sien, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il y a des dispositions pénales prévues par le Code de la famille. Il n'y a jamais eu un jugement condamnant ce monsieur pour avoir changé de nom. Parce qu'il suffisait seulement que le ministère public constate que ce monsieur a changé de nom pour intenter directement l'action en justice. Il ne l'a jamais fait. Parce que ça fait quand même 3 ans que ce monsieur est à sa disposition. Il vous dit, parmi les éléments matériels de l'infraction, que ce monsieur, il a... Il a distribué des cartes. Oui, il a distribué des cartes, délivré de fausses cartes d'électeurs aux rebelles recrutés dans des mouvements. Nous avons cherché d'abord ici, parce que les éléments constitutifs, Monsieur le Président, de l'infraction, il faut les rechercher dans la loi même. Il faut les rechercher dans la loi. Et le législateur est clair, il a déterminé comment le modus operandi dans le mouvement insurrectionnel, comment on participe au mouvement insurrectionnel, en enrôlant ceci, en faisant ceci, en faisant cela. Ici, Monsieur le Président, le ministère public a cherché, il n'a pas trouvé ce qu'il fallait mettre. Il a dit que non, il a délivré de fausses cartes d'électeurs. Et il vous a montré des cartes d'électeurs qui sont contenues dans le dossier. On dirait que quand on est prévenu, on n'a pas le droit d'avoir une carte d'identité. Chacun de mes prévenus avait sa carte d'identité. Et Senga, on dit que ce sont de fausses cartes d'électeurs. Est-ce que le tribunal va croire le ministère public sur parole? Si ces cartes d'électeurs sont fausses, est-ce que le ministère public peut nous montrer un jugement en faux? Un jugement déclarant ces cartes d'identité fausses? Ça n'existe pas, Monsieur le Président. Dire qu'il a distribué des cartes d'électeurs, mon client a trouvé ça étrange. Il a été arrêté à Ouvira, il s'est retrouvé à Goma avec d'autres personnes et tout d'un coup il se retrouve à Kinshasa, on lui colle des cartes d'électeurs qui n'ont absolument rien à voir avec les actes posés par mon client. Si ce sont de fausses cartes d'électeurs que le ministère public nous démontre par un jugement condamnant mon client pour faux en écriture, mais jusqu'à la fin du monde, le ministère public ne saura pas du tout vous le prouver. Aux autres prévenus. Là, nous allons rapidement à monsieur ça, en provenance de Bunia. Il vous a dit ici qu'il n'a jamais foulé ses pieds à Goma pendant plus de 10 ans. Et il est surpris de voir le ministère public. Il est surpris de voir le ministère public mettre à sa charge des infractions qu'il n'a jamais commises. Il a été arrêté à Kinshasa. Il est en provenance de Bunia. Et vous allez trouver dans les pièces du dossier son billet d'avion, toujours la compagnie africaine d'aviation, CAA. Donc, vis-à-vis du prévenu Kalenga, aucune preuve n'a été fournie par le ministère public d'appartenance au mouvement insurrectionnel ADEF État islamique. Il en est de même de M. Youssouf Chabani. Le ministère public, au moment de l'instruction du dossier, voulait faire croire que c'était vraiment Youssouf Chabani, le cerveau moteur des djihadistes, que celui qui finançait les djihadistes, il percevait l'argent de la banque en envoyant sa bonne Madame Aïcha. Et nous avons démontré pendant l'instruction du dossier que ce monsieur, c'est un Congolais ordinaire, qui a fait son travail, qui se débrouille comme tout le monde. Il faisait son travail d'achat et de vente de mitrailles, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, tout se passe à la banque, Monsieur le Président. Rien n'empêche le ministère public d'avoir des correspondants en dehors du pays. Si on doit avoir des billets de banque en provenance de la banque par Western Union, donc nous tous, nous sommes des ADEFNAM.
Même vous qui allez à la banque pour percevoir votre salaire, vous devenez tous des ADF-NALU. Il n'a fait que acheter et vendre des mitrailles, ni plus ni moins, à Goma. Et son péché, comme le péché de tous les autres, c'est d'avoir appartenu seulement à l'islam et non aux ADF-NALU. Et le ministère public, il lui arrive de commettre des erreurs grotesques. Il n'est pas le seul. On a connu d'autres ministères publics dans ce genre de dossier. Lorsque quelqu'un vous dit, c'était le cas de Samvoura, qu'il s'est converti à l'islam, et le ministère public croit que la conversion à l'islam a à voir avec l'adhésion aux ADF-NALU. Pourtant, ADF-NALU, c'est un mouvement qui n'a absolument rien à voir avec la conversion à l'islam. Voilà au moins, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, ce que je voulais ajouter par rapport aux deux autres prévenus qui sont restés. Il y a un grand collectif, je vais devoir laisser la place aux autres. Néanmoins, par rapport à tous mes clients, vous allez dire, Monsieur le Président, par rapport à cette action, déclarer l'action du ministère public. Si vous allez déclarer cette action recevable, néanmoins, vous allez le dire non fondée pour des raisons que nous avons évoquées. Vous allez acquitter tous mes clients et les renvoyer de toute poursuite judiciaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. L'intention de revenir